Bonsoir, je suis très impressionnée. Il paraît qu'il y a aussi le petit auditorium qui est plein, donc je les salue à distance, puisqu'ils me regardent sur un écran. Je trouve ça aussi très rassurant de vous voir aussi nombreux. Ça veut dire que ça commence à frémir. Ça veut dire que cette question autour des droits de la nature devient peut-être effectivement un nouvel enjeu. C'est un sujet, quand j'ai commencé à en parler il y a 6 ans, en 2013, quand on avait lancé une initiative citoyenne européenne sur le crime d'écocide. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Déjà, le terme écocide était inconnu du grand public et la notion même de droit de la nature faisait beaucoup rire. Alors, l'idée, en fait, de ce soir, de cette conférence, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on aurait besoin, finalement, de reconnaître des droits qui sont, de fait, déjà existants. La nature a, de fait, un droit inhérent à exister pour elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que les populations autochtones sont en même temps les premiers étonnés parce qu'ils ont l'habitude de vivre en harmonie avec la nature et de considérer qu'ils sont un des éléments de la nature. Ils sont les premiers étonnés à ce qu'on ait besoin de penser ce concept, à se dire pourquoi donner des droits à la nature puisqu'elle les a déjà. Et en même temps, ce sont aussi les premiers à utiliser ce jargon occidental pour mieux protéger les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Mais pour arriver à le comprendre et à le concevoir, nous, occidentaux, il me semble important de comprendre où nous en sommes, quel est notre bilan et pourquoi nous sommes obligés aujourd'hui de nous poser cette question. Devons-nous donner des droits à la nature ? Alors, la première partie de cette conférence va être un petit peu, peut-être difficile à entendre, de la même manière que la première partie de mon livre « Un nouveau droit pour la Terre » est assez déprimante, parce que c'est un constat dont vous avez de plus en plus conscience, parce que les médias commencent à le relayer depuis un an et demi. C'est quasiment quotidien. Des études scientifiques sortent chaque jour et ne font que confirmer les craintes qui sont exprimées par certains déjà depuis les années 70, par d'autres depuis une dizaine d'années. Donc je crois que ce constat, il faut bien le saisir, il faut bien le comprendre. Et puis ensuite, il faut sortir de la sidération dans laquelle il peut nous mettre, parce que c'est effrayant, et se dire qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Et pourquoi ? Et pour qui ? C'est bon ? Vous êtes prêts ? Ok. Alors, ça fait 11 700 ans, d'accord, que nous sommes dans une ère géologique qui s'appelle l'Holocène, c'est-à-dire une ère qui a démarré à la fin de la dernière ère glaciaire. Il faut bien comprendre que depuis 500 000 ans à peu près, l'homme n'en a que 200 000, on évolue sur Terre d'une ère glaciaire à une ère tempérée, de façon assez régulière, tous les 100 000 ans. Donc il y a eu 5 ères glaciaires où la température moyenne globale sur Terre est descendue de moins 5 degrés. Et puis ensuite, on rentre dans une ère tempérée, une ère qui a été particulièrement stable en ce qui concerne la nôtre et qui a permis le développement de l'humanité comme on la connaît, parce que nous étions dans des conditions extraordinaires, une biodiversité riche, un climat tempéré. Et dans cette période-là, les paléoclimatologues nous expliquent que nous sommes à plus 5 degrés en moyenne globale par rapport, si vous voulez, à une médiane. Or, avec les 2 dernières révolutions industrielles, nous avons commencé à changer le climat sur Terre, et pas seulement, nous allons y venir. Et nous avons donc provoqué finalement une accélération du temps géologique, mais vers une inconnue totale. C'est-à-dire que nous sommes en train d'augmenter le climat
avec un risque d'arriver à plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle, sachant que nous sommes déjà à ce maximum de plus 5 connu géologiquement depuis 500 000 ans. Donc nous rentrons dans une inconnue totale. Et donc, pas mal de chercheurs ont voulu donner un nom à cette nouvelle ère géologique qui a l'empreinte de l'homme de façon très claire. C'est effectivement pourquoi ils ont appelé cette ère l'ère de l'Anthropocène, l'ère de l'homme. Alors il y a des débats sur quels sont les marqueurs de l'Anthropocène. Est-ce que c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui ne fait qu'augmenter? Est-ce que c'est les marqueurs sédimentaires que l'on retrouve partout sur Terre suite à Hiroshima et Nagasaki, puis à tous les essais nucléaires que nous avons faits depuis 1945? Est-ce que c'est la quantité d'ossements de poulet que les archéologues du futur vont retrouver absolument partout sur Terre, parce qu'on en consomme des quantités absolument astronomiques? Voilà. Est-ce que c'est le fait que 137 minerais nouveaux sont apparus durant les 100 dernières années, quand ils mettent habituellement des milliers, voire des millions d'années à apparaître sur Terre, du fait qu'on a des mines à ciel ouvert et qu'il se crée des mélanges chimiques étranges qui créent des nouveaux minerais sur Terre? Il y a des grands débats. Une chose est sûre, c'est que nous sommes en train de rentrer effectivement dans une ère nouvelle et nous sommes de plus en plus en capacité d'en estimer les conséquences. Ces conséquences, en tout cas pour l'humanité, elles sont aujourd'hui de plus en plus visibles et elles vont nous amener progressivement vers une situation où de plus en plus d'humains sur Terre vont devoir quitter leur territoire. Et les chiffres donnent le vertige. Ils donnent tellement le vertige que vous n'avez pratiquement aucun leader politique occidental qui ose en parler, parce que de fait, nous ne sommes pas du tout préparés. Et la seule manière que les leaders européens trouvent aujourd'hui de se préparer à l'afflux de migrants climatiques et environnementaux, c'est d'avoir des discours de plus en plus nationalistes, protectionnistes, souverainistes, et de vouloir construire des frontières, des murs, et d'arrêter toute personne qui voudrait rentrer chez nous parce qu'il n'a plus d'eau chez lui ou parce qu'il est sous l'eau chez lui. Donc on attend aujourd'hui « 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 30 ans. Et par rapport à la dilatation de l'océan et donc au fait qu'il va monter, les derniers chiffres scientifiques posés nous amènent à 1, voire 2 milliards de personnes sur Terre d'ici 2100 qui devra quitter son territoire. Alors j'entends souvent, c'est une discussion qu'on aura peut-être ensuite, on me dit, oui, mais un des problèmes écologiques majeurs, c'est la surpopulation. Malheureusement, c'est un faux problème. Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes sur une phase ascendante, mais si l'on ne se préoccupe pas, effectivement, de ces futurs réfugiés climatiques, que va-t-il se passer pour 3/4 de l'humanité? Alors, les catastrophes naturelles, effectivement, elles augmentent de façon exponentielle depuis les années 2000. On a de plus une situation où, bien évidemment, on est, nous, les derniers impactés par les changements climatiques, même si, ça y est, ça se réveille. Il y a eu le premier cas de procès climatique contre le Conseil de l'Europe porté par des familles européennes, parce qu'elles sont directement impactées, des lavandiculteurs dans la Drôme, qui ont vu une température moyenne évoluer depuis 20 ans de plus 2,5 degrés et une chute de 40% de leur productivité. On a des personnes au Portugal qui sont intervenues dans ce procès, on a des Samis de Norvège, des Espagnols, des Belges. Et donc toutes ces familles sont en train effectivement de vivre. Et vous êtes à Lyon, vous le savez, les glaciers fondent, même le métier de guide de montagne est un métier qui est en train d'être mis en danger. Et donc,
On commence à le sentir, on commence à voir qu'il y a un changement, mais il y a aujourd'hui voilà, des populations. Depuis 2008, on a 22,5 millions de déplacés, soit 62 000 par jour, qui sont comptabilisés. Hein, c'est un tiers de la population française. Et ce risque va augmenter de 60% dans les 45 prochaines années. Et ce qu'on oublie de vous dire, c'est que la plupart des conflits dans le monde aujourd'hui sont de plus en plus à l'origine des conflits d'origine climatique. C'est le cas de la Syrie. Les réfugiés syriens, la crise en Syrie a démarré dans les faubourgs de Bagdad après une sécheresse de 3 ans où les villageois dans les campagnes sont partis et ont rejoint, donc en exode, les grandes villes. Et là, ils n'ont pas été pris en main par les autorités et ils se sont retrouvés en plus près de réfugiés irakiens qui eux-mêmes étaient abandonnés à leur sort. Et les premiers troubles en Syrie ont démarré dans ces suburbs de Bagdad. Et ça, c'est une situation très concrète qui, je vous l'expliquerai quand on parlera du crime d'écocide, qui pour moi montre que le climat, en se changeant, en se transformant, devient une menace à la paix. Alors, je rentre par exemple du Maroc. J'étais dans le sud marocain à la rencontre des Bédouins, des Touaregs, et donc vraiment à la limite du désert. Et c'était assez émouvant en fait de discuter avec ces populations parce que le sable est véritablement en train donc d'envahir leur village. Les puits dans le désert se sont asséchés, donc les caravaniers ne font plus les caravanes jusqu'à Tombouctou. La tension monte parce que le gouvernement ne gère pas la gestion de l'eau comme savaient le faire traditionnellement les communautés. Et donc il y a des villages qui n'ont pas d'eau quand d'autres ont des canaux d'irrigation qui amènent l'eau chez eux. Il y a des plantations de pastèques près de Zagora privées qui pompent les nappes phréatiques et qui fait qu'il n'y a plus d'eau dans les villages. Et j'ai pu voir de façon très concrète la révolte sourde qui est en train de monter dans ces populations. Et comme par hasard, les frontières sont fermées parce que, effectivement, entre l'Algérie et le Maroc, il y a des risques d'entrée d'AQMI, c'est-à-dire des groupes armés de la branche Al-Qaïda du Maghreb. Et puis, il y a le Front Polisario du Sahara occidental qui essaye aussi, lui, de s'implanter. Et les populations se radicalisent de plus en plus. Et donc, on a là les terreaux au Maroc, qui est quand même le pays le plus calme du Maghreb, le terreau de révolte à venir. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de parler, d'une part, quand on parle du changement climatique, des inégalités que ce changement climatique est en train de créer, du risque migratoire et du risque de conflit pour l'eau, qui va devenir l'or bleu dans le futur, pour les ressources naturelles, pour les terres arables. Et à partir de là, de se dire, mais si on est vraiment dans un cadre qui devient dangereux, d'une part pour l'humanité, mais aussi pour l'écosystème Terre, alors comment cadrer cette activité industrielle qui est à l'origine de cette entrée dans l'ère de l'Anthropocène? Il existe un outil très intéressant que je voudrais rapidement détailler avec vous et qui va vous permettre de comprendre pourquoi on s'inquiète autant de l'inconnu dans laquelle nous entrons. On s'inquiète parce qu'il s'agit en fait de déterminer ce qu'on appelle un écosystème sûr. L'écosystème terrestre, bien évidemment, il y a des catastrophes naturelles qui peuvent créer des morts, etc. Mais l'écosystème terrestre, c'est une machine bien huilée, jusqu'à présent en tout cas. On sait à peu près comment il fonctionne, on sait comment les écosystèmes et les systèmes vivants fonctionnent, mais nous avons dépassé certaines limites qui font que cet écosystème est en train d'entrer dans un nouvel état, comme pour le climat, comme je vous l'ai expliqué, que l'on ne connaît pas. Et donc il y a une équipe de chercheurs au Stockholm Resilience Center qui, en 2009, a proposé un outil en disant, voilà, là sont les limites de la planète et nous devrions faire en sorte de rester dans le cadre de ces limites si l'on veut que l'écosystème terrestre reste sûr pour l'humanité.
Alors ils en ont déterminé 9. Ils ont revu, c'est des seuils chiffrés, ils les ont revus en 2015. Et vous voyez donc que, par exemple, le changement climatique, ils ont posé comme limite 350 particules par million de CO2 dans l'atmosphère de façon globale. Ça date de 2015, nous étions juste à la limite. Aujourd'hui, nous sommes à 411 particules par million. Et, comme je vous l'expliquais, la phase continue à être ascendante et les engagements des États pendant la COP21 ne sont pas respectés, ce qui fait qu'il n'y a aucun infléchissement de cette courbe. Alors bien évidemment, si vous allez à Delhi, vous allez avoir ce taux-là beaucoup supérieur au milieu du Sahara. Mais on parle vraiment d'un taux global, planétaire, que l'on ne doit pas dépasser. Donc le changement climatique est aujourd'hui dépassé en termes de limites. Vous avez ensuite l'intégrité de la biosphère. Et ça, je pense que vous avez dû voir les informations dernièrement. Nous allons y revenir, hein, on va les prendre une par une. Je vous donnerai effectivement les chiffres, mais vous voyez que c'est une limite que nous avons dépassée, sachant que changement climatique et biosphère, biodiversité, sont deux limites fondamentales qui s'entraînent l'une l'autre et qui créent un effet cascade avec les autres. La troisième limite que nous avons dépassée, c'est la quantité d'azote et la quantité de phosphore dans les sols. C'est-à-dire le fait que nous enrichissons les sols parce que nous les avons tués à coups de pesticides, parce que nous les avons surexploités, parce que nous ne les avons pas protégés par des arbres et des haies, et donc l'eau de ruissellement finit par les lessiver. Donc nous sommes obligés de rajouter des intrants qui saturent les sols, qui sont ensuite emmenés dans l'eau et qui eutrophisent les rivières. Sans compter que ce sont des énormes mines en Afrique qui exploitent des populations et nuisent à leur santé pour pouvoir amener ces produits chez nous quand ils sont chimiques. Et puis, une quatrième limite qui est la modification d'usage des sols, c'est-à-dire comment nous modifions l'espace naturel. La Terre a toujours été, à partir du moment où l'humain a été là, je dirais que tout a toujours été humanisé. Même l'Amazonie est un lieu qui a été humanisé. La question, c'est de savoir où s'arrête quelque part notre liberté par rapport à la liberté des autres espèces, animaux et végétaux, à vivre dans le même environnement que nous. Et vous le savez, nous avons déforesté à outrance. Il faut garder un couvert forestier en moyenne idéalement, il aurait fallu le garder de 75%. Et nous sommes bien au-deçà, puisque de façon globale sur Terre, nous avons déforesté 60% des forêts primaires. Donc ça, c'est une limite importante. Et ensuite, vous avez donc l'utilisation de l'eau douce, je vais y revenir, hein, l'acidification des océans, la couche d'ozone, qui est la seule limite qu'on a su faire régresser grâce à une convention internationale, ce qui prouve que quand on veut, on peut, au niveau du trou dans la couche d'ozone. Et puis des limites qui sont difficiles à quantifier pour l'instant, mais où on sait qu'on doit être dans un principe de précaution par rapport à celles-ci, qui sont les rejets écotoxiques, les entités nouvelles comme les nanoparticules, tout ce que nous sommes en train de créer et dont nous n'avons aucune idée des conséquences sur le long terme pour les générations à venir. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne le changement climatique, on est véritablement dans une situation qu'on n'a pas connue depuis 3 à 5 millions d'années, où la température était à l'époque de 2 à 3 degrés plus élevée que dans notre température habituelle tempérée de l'Holocène, et où le niveau des mers était déjà de 10 à 20 mètres supérieur. En allant à plus 5, on risque d'être dans une situation d'il y a 125 000 ans, qu'on a connue, où les océans sont montés de 60 mètres, parce qu'en fait, quasiment tout a fondu au niveau des calottes glaciaires, d'accord ? Et des zones qui deviennent totalement inhabitables sur Terre, puisque on s'attend, Jean Jouzel disait, on s'attend, par exemple, dans la région de l'Est, en Alsace, etc., à des pics à 50-55 l'été par moment, des situations que même nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas les gérer, si vous voulez. Les catastrophes donc naturelles aujourd'hui
sont en augmentation en termes d'intensité et de quantité. Et les assurances elles-mêmes aujourd'hui sont en train d'alerter les États en leur disant « nous ne sommes plus en capacité de gérer les catastrophes naturelles auprès des citoyens ». C'est le cas par exemple aux États-Unis. Vous savez que les ouragans se multiplient et les populations n'ont plus aujourd'hui de moins en moins la capacité de pouvoir s'assurer pour les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Donc c'est aussi des crises économiques majeures qui peuvent pointer du fait de ce système. Alors on est dans une grande hypocrisie par rapport au climat, hein, puisque on nous dit, même le GIEC nous dit, il faut absolument viser le 1,5 degré parce qu'à 2 degrés, tout double. Sauf que comme nous sommes déjà à 1,1, il est évident, comme l'explique Dominique Bourg, que c'est déjà trop tard. Donc nous ferions mieux, d'une part, effectivement, de prendre des décisions drastiques, d'arrêter l'usage des énergies fossiles le plus rapidement possible, et puis de mettre en situation les peuples pour s'adapter au changement climatique. Et pour l'instant, on a quand même l'impression que les États font véritablement l'autruche et que ceux qui sont en train de souffrir n'ont pas voix au chapitre. On a à l'heure actuelle 168 pays sur 197 qui sont touchés par la désertification, sauf que la plupart de ces pays sont des pays pauvres. En ce qui concerne la biodiversité, donc vous l'avez entendu dernièrement, je suis obligée de réactualiser mes chiffres à chaque fois que je fais des conférences. Le seuil à ne pas dépasser est normalement donc, une perte d'espèces de 10 espèces par an sur un capital d'1 million. Et à l'heure actuelle, nous sommes 10 à 100 fois supérieurs en termes de rapidité de perte et de nombre d'espèces. Et nous sommes donc dans une situation où nous avons perdu, au sein des espèces sauvages, 60% des animaux. Et dans certaines régions du monde, comme en Europe, 80% des insectes. Il faut savoir qu'il ne reste plus que 3% d'animaux sauvages sur Terre. Tous les autres animaux sont des animaux domestiqués et qui contribuent au changement climatique par exemple, effectivement, l'élevage extensif en Amazonie de vaches qui ensuite vont devenir le bœuf que vous allez retrouver dans vos assiettes parce que c'est 90% du bœuf vendu en France qui vient d'Amazonie. Alors, la biosphère, elle est effectivement donc, impactée de plusieurs manières. Elle est impactée par, nous l'avons vu, le changement climatique, mais elle est aussi impactée directement par des pollutions liées à notre activité industrielle. Les images que vous voyez là sont des images réelles. Ce sont là les sables bitumineux en Alberta. Vous savez qu'on a de moins en moins de ressources de pétrole léger, et donc nous sommes en train d'exploiter des sables de bitume où le pétrole est extrêmement lourd, et pour l'extraire, il faut enlever la terre arable, les 30 cm de sol vivant entièrement sur des centaines et des centaines d'hectares, donc complètement déforester la forêt boréale. Il faut ensuite utiliser des quantités d'eau et de produits chimiques astronomiques pour dissocier le bitume du sable, et ensuite amener ce pétrole lourd à travers des pipelines qui traversent tous les États-Unis, le Canada, pour aller abreuver les villes qui sont à 7000 km de là. Donc là, ce sont par exemple des populations autochtones que je connais qui vivent à proximité, qui vivent dans une pollution terrible, qui ont des taux de cancer quasiment de 10% dans la population, qui ne peuvent plus aller chasser parce que toutes les eaux sont contaminées par ces déchets toxiques qui débordent régulièrement. Là, c'est une image du delta du Niger, où toutes les grandes compagnies pétrolières françaises et internationales sont installées depuis extrêmement longtemps, n'entretiennent pas les puits et les forages. Et nous avons aujourd'hui une superficie dans le delta du Niger grande comme le Portugal, qui est polluée par le pétrole. Et donc, les populations locales vivent littéralement les pieds dans le pétrole. Ça, c'est pour alimenter nos modes de vie ici. Ça, c'est la plus grande mine d'or du monde. C'est une mine d'or en Russie qui fait 1 km de large. Et vous voyez là aussi les dégâts environnementaux qu'une mine telle que celle-ci, et sans compter les personnes qui vivent là,
qui vivent dans des poussières toxiques en permanence. Alors, une autre forme de pétrole, c'est le plastique. Alors oui, on nous dit, j'écoutais Guillaume Meurice tout à l'heure dans la voiture, et qui interviewe quelqu'un de chez Total en disant et de chez Vinci, et qui leur dit, vous ne pensez pas qu'on devrait plutôt taxer les grandes entreprises pétrolières ou les grandes entreprises polluantes plutôt que de taxer les citoyens? Vous savez, cette fameuse taxe sur le pétrole. Et la jeune femme de chez Total lui dit, mais non, mais on est très écolo, hein, on vous assure, hein, on est très écolo. D'ailleurs, chez nous, aujourd'hui, nous n'avons plus que des gobelets en papier, hein, et puis des touillettes en bois dans tous les services. Hein. Mais elle avait l'air franchement sincère, quoi. Et moi, j'en ai ri, mais j'en ai ri jaune, parce que, si vous voulez, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, on vous annonce des mesures, on vous dit, bon, bien, voilà, en 2020 ou en 2022, il n'y aura plus de paille en plastique. Mais le plastique est dans nos vies, partout. Et la Fondation MacArthur a fait une étude qui a démontré que en 2050, il y aura en poids autant de plastique, voire plus, que de poissons dans l'océan. Parce que 80% de nos déchets repartent à la mer, il faut le savoir. Si nous faisons en sorte d'essayer au maximum de recycler ou alors d'utiliser des techniques polluantes comme l'incinération, dans le reste du monde, la plupart des déchets arrivent dans les rivières et repartent jusqu'à la mer. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui 5 grands gyres, c'est-à-dire les grands courants marins, qui ramassent tous les déchets plastiques et qui créent des continents de plastique un petit peu partout. Et nous en avons un maintenant dans l'Atlantique Nord. Hein, il n'y a pas que le gyre connu, le plus grand, qui est dans le Pacifique, il est en train d'être dépassé. Donc là aussi, il y a des mesures, si vous voulez, drastiques si l'on veut effectivement protéger, véritablement l'écosystème terrestre et sa biodiversité. En ce qui concerne la troisième limite dont je vous ai parlé sur la modification d'usage des sols, c'est-à-dire le fait de limiter la déforestation, vous comprenez bien que l'Amazonie est un poumon, comme la forêt boréale, comme la forêt du Congo. Toutes ces forêts, en particulier les forêts sur la ceinture de l'équateur, sont véritablement des climatisateurs pour la Terre. Et donc, en les coupant, il ne s'agit pas simplement de déboiser, il s'agit de perturber, le cycle de l'eau, parce que le sol de l'Amazonie, par exemple, est un sol qui n'existe nulle part ailleurs, qui s'appelle terra preta, et qui est une véritable éponge, et donc qui garde l'eau, et les arbres restituent à l'atmosphère cette humidité pour créer le cycle des pluies qui circulent après partout sur la Terre. Donc c'est un système extrêmement complexe qui est absolument nécessaire et vital de préserver si l'on veut préserver les conditions vivables que nous connaissons. Donc aujourd'hui, l'Amazonie est déforestée de façon drastique il faudrait donc au minimum garder un couvert forestier de 75% dans les zones auparavant forestières. On en est très loin, je vous l'ai expliqué. Et il faut vraiment prendre en considération, et c'est pour ça que c'est très très inquiétant de voir quel est le président qui a été élu au Brésil, parce que d'année en année, moi qui ai beaucoup travaillé avec les peuples autochtones du Brésil, avec le chef Raoni, pour essayer de limiter donc, et la déforestation et la construction de grands barrages, les plantations de soja, etc. avec lui, j'ai vu d'année en année, aucun des gouvernements ne souhaitait préserver l'Amazonie, ça c'est une évidence, mais véritablement, les grands propriétaires terriens d'Amazonie ont progressivement pris le pouvoir. Ils étaient déjà au Sénat, ils ont réussi à destituer le gouvernement de gauche pour de très bonnes raisons, mais ils étaient tout aussi corrompus que l'étaient Lula et Dilma Rousseff. Et aujourd'hui, ils se font même remplacer, parce qu'on a découvert qu'ils étaient aussi corrompus, par vraiment le chantre, si je puis dire, de l'agrobusiness. Et donc on a une version Trump au Brésil, fascisant, néo-nazi,
absolument effrayante, et pour les peuples, et pour l'Amazonie. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, et c'est pour ça que quand vous voyez des pétitions passer, et il faut comprendre qu'il y a effectivement, à un moment donné, des seuils où quand on a des citoyens du monde entier qui se mobilisent sur des causes, ça crée quand même une pression très forte au niveau des grandes institutions internationales, et ça permet à l'ONU, par exemple, d'être un peu plus, je dirais, poussif pour essayer de garantir au maximum que les libertés et les droits soient protégés dans ces pays-là. Alors là, vous voyez donc la quantité d'azote et de phosphore selon les pays européens qui sont utilisés, sachant donc que plus ça monte, hein, plus on est en excès. Et c'est effectivement ce qui va provoquer, par exemple, les marées, enfin les algues vertes en Bretagne, du fait de la concentration de nitrates dans les eaux, en lien justement avec cette concentration donc d'azote dans les sols. Voilà, donc on voit que la Bretagne en France est extrêmement impactée. Et puis la Russie qui a l'air et le nord de l'Europe, parce que effectivement ils ont tellement déboisé. Je ne sais pas si vous êtes allé aux Pays-Bas ou en fait quand on circule, si par hasard vous avez pris l'avion une fois des Pays-Bas jusqu'en France, moi je vis en Dordogne par exemple, vous traversez que des zones ici jusque-là, jusqu'au parc régional ou la Sologne, où il n'y a plus un arbre quasiment. Hein. C'est très impressionnant, à part les Ardennes. Voilà, vous avez des terres qui sont, où il n'y a plus d'arbres. Et donc, elles sont particulièrement polluées. Et c'est pour ça que vous retrouvez de plus en plus, donc dans les rivières et au bord de la mer, ces fameuses algues qui prolifèrent, qui adorent effectivement les nitrates. Je ne vais pas passer toute la conférence sur les limites planétaires. Simplement, je veux vous faire prendre conscience de ces limites, dans le sens où, par exemple, en ce qui concerne l'eau douce, vous savez qu'il y a moins de 1% d'eau potable, enfin d'eau douce, sur Terre. Elle est quasiment plus potable, la pauvre. Mais on en est à 0,8% de la quantité d'eau sur Terre qui est considérée comme de l'eau douce. Je vous rappelle aussi que l'eau sur Terre est la même depuis la création de la Terre. C'est la même. Ce n'est pas une eau qui nous vient, ce n'est pas une fontaine de jouvence qui vient de nulle part. C'est toujours la même eau, une eau qu'on donc surexploite, une eau qu'on pollue, au point que des grands fleuves comme le Colorado n'atteignent plus la mer à certaines époques. Et donc il me semble impératif d'avoir cette conscience et de mettre en place des mesures qui obligent effectivement, je pense par exemple à Cape Town, qui est quand même une grande ville d'Afrique du Sud, qui s'est retrouvée en pénurie d'eau pendant 6 mois. Et je discutais avec un ami de Cape Town qui disait, en fait, on attend toujours, et c'est notre fonctionnement quotidien, on attend toujours de se retrouver devant le fait accompli pour tout d'un coup rationner tout le monde. Et que si effectivement on avait pris une politique de l'eau en amont, qui oblige effectivement les populations à prendre conscience que l'eau est rare et donc à ne pas l'utiliser n'importe comment, on aurait peut-être pu tenir cette période de pénurie, cette période de sécheresse, mais il a fallu effectivement qu'on en arrive à ne plus avoir d'eau au robinet, ce qui est arrivé, je crois, cet été, dans certaines régions de France, pour la première fois depuis des décennies et des décennies. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'était en Provence, il a ouvert le robinet et il n'y avait plus d'eau. Et il n'y avait plus d'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les nappes phréatiques. Et là, moi qui ai beaucoup vécu à l'étranger, c'est quelque chose que je connais très bien, mais j'ai vu vraiment la peur dans le regard de cette femme, parce que c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais connu de sa vie. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que la forêt qui est une pompe à carbone, et donc qui nous protège effectivement de l'effet de serre et du changement climatique, l'océan l'est aussi. L'océan, d'ailleurs, si je dois l'anthropomorphiser, s'est évertué depuis un quart de siècle à pomper au maximum notre CO2 en excès dans l'atmosphère. Le problème, c'est que plus il le pompe, plus sa chimie change, parce que le carbone va changer le pH de l'océan. Et en changeant le pH de l'océan, on change sa vie marine, parce que ça a un impact, par exemple, sur le phytoplancton,
ça a un impact sur les coquilles de tous les petits coquillages de la chaîne alimentaire. L'acidification de l'océan va effectivement dissoudre l'aragonite des huîtres, des moules, etc. Et donc quand vous touchez effectivement au début de la chaîne alimentaire, vous avez un impact qui va se dérouler sur toute la chaîne jusqu'aux grands mammifères marins. Et c'est effrayant de voir que face à cette acidification de l'océan et face à cet effet de serre que l'on ne sait plus arrêter, les seules réponses concrètes qu'on nous propose, c'est des réponses en disant on va envoyer avec des cargaisons de bateaux, c'est une étude qui a été vulgarisée dans Science et Avenir il y a 15 jours, des dizaines et des milliers de bateaux dans l'océan, on va mettre de la chaux dans l'océan ou de l'oliveinite pour pouvoir faire remonter le pH de l'océan. Enfin, et puis comme on n'a pas les moyens de mettre des bateaux partout dans tous les océans, alors on va balancer la chaux sur le sable, sur les plages. Sympa pour nous l'été. Hein. On ne pourra plus tellement aller se promener, quoi. Donc là aussi, je crois que comprendre ces seuils, comprendre ces limites, permettrait en tout cas aux politiques de se fixer des objectifs très concrets pour éviter d'en arriver à ces situations extrêmes qui frisent le transhumanisme. Et puis je vous ai parlé donc effectivement de tous les aérosols, les pesticides, les rejets écotoxiques, bien évidemment la pollution liée à l'utilisation de l'uranium et donc de l'énergie nucléaire qui, en dehors d'être des bombes à retardement en termes de centrales, sont des pollutions pour des millénaires, pour toutes les générations à venir. Et ça, c'est manifestement quelque chose que l'on ne prend pas en considération. C'est le fait que ce que l'on fait aujourd'hui aura un impact demain, pas simplement pour les animaux et les plantes, mais pour tous les enfants à naître. Et il n'y a rien, ni dans la politique, ni dans le droit, pour les étudiants de droit qui sont là, je sais qu'il y en a quelques-uns, qui permettent, à l'heure actuelle, de reconnaître que les générations à venir ont le droit à la reconnaissance de droits fondamentaux comme nous les avons en tant qu'humains nés et présents aujourd'hui. Les droits des générations futures ne sont pas protégés par le droit. Et c'est pour ça que l'armée américaine a pu utiliser l'agent orange au Vietnam sans être inquiétée par des poursuites judiciaires, par des enfants qui naissent encore aujourd'hui avec des malformations en lien avec l'usage de cette dioxine dans les champs de bataille au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être véritablement inacceptable. Alors, je vous ai parlé de ces limites planétaires, d'une part parce qu'elles permettent de faire un constat, et d'autre part parce que ça fait partie effectivement de mon plaidoyer depuis plusieurs années, et j'ai pu avoir l'occasion de le mener en France pour la première fois dans le cadre de la réforme constitutionnelle, où on a travaillé donc avec Notre Affaire à tous, qui est une association que j'ai co-créée en 2015, qui a vocation d'abord à s'occuper de justice climatique et donc à faire des procès ou des recours contre l'État, qui vient de lancer d'ailleurs une procédure contre Total avec 13 collectivités, dont la ville de Grenoble. Et puis avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-Fondation Hulot, mais qui a perdu son nom depuis que Hulot était parti au gouvernement. En tout cas, les gens qui continuent à travailler dans la Fondation sont des gens encore très actifs. Et donc, nous avons proposé en début d'année 2018 au gouvernement, lors de la réforme constitutionnelle, le fait de changer l'article 1 de la Constitution pour y inclure la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, mais aussi, et ça c'était ma demande principale, pour y inclure la notion de limite planétaire, c'est-à-dire que ces seuils qui ont été chiffrés scientifiquement deviennent des normes juridiques. Et à partir de là, fixe le cadre de toutes les politiques publiques, de tous les gouvernements à venir, parce qu'elles sont inscrites dans la Constitution, et donc obtiennent une sorte de valeur fondamentale, je dirais souveraine, par rapport à tous les gouvernements qui peuvent se succéder, quelle que soit leur étiquette politique. Vous me suivez ? Et ces limites planétaires, j'ai d'autant plus, je dirais, la crédibilité pour le proposer,
que, même si on entend très rarement parler en France, dès 2011, Ban Ki-moon, à l'Assemblée générale, a évoqué donc les limites planétaires comme un outil de mesure scientifique et a créé un bureau de travail au sein des Nations Unies pour mesurer le développement durable, ce magnifique oxymore que nous utilisons tous au quotidien. Hein. Pourquoi c'est un oxymore? Parce que rien sur Terre, rien dans le vivant ne peut croître éternellement, de façon durable. Tout est inscrit dans un cycle de vie et de mort, d'ascendance et de descendance. Et donc parler de développement, en sous-entendant que l'on peut maintenir une idée de croissance infinie, même bien gérée, n'a pas de sens par rapport à la réalité de ce que l'écosystème Terre peut supporter et endurer, et donc au final de ce que nous, humanité, nous pouvons supporter et endurer. Nous n'aurons pas, de toute façon, le temps ni la capacité financière de nous adapter à ces nouvelles conditions. Alors je ne parle pas des plantes et des animaux qui ne peuvent pas en 80 ans muter comme ils peuvent muter en 10 000 ans dans un système normal. Hein. Donc je reviens là-dessus. Donc Ban Ki-moon l'a proposé, l'Europe l'a proposé aussi. Et je pense qu'on n'est pas très très loin donc, de considérer que ça a du sens. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y a une initiative en ce moment par des chercheurs français qui proposent une convention sur les limites planétaires. Mais vous comprenez bien que les limites planétaires vont s'opposer à quoi? À notre sacro-saint liberté d'entreprendre. Et c'est toutes les discussions qu'il y a au sein des gouvernements, puisque la liberté d'entreprendre s'appuie sur la théorie de la croissance économique. Et pourtant, la science nous démontre aujourd'hui que ce qui avait été expliqué dès le rapport Meadows en 1973 sur le fait qu'à un moment donné, nous allons atteindre des pics d'utilisation de ressources, c'est-à-dire que les ressources vont finir par ne plus exister, ça va être le cas pour le pétrole aussi, hein. Et donc, quand nous aurons atteint ces pics, nous aurons aussi atteint des pics de pollution, nous aurons atteint un pic démographique, et qu'il y avait un très grand risque que la chute soit assez rude à partir de ce moment-là, parce qu'à partir du moment où les ressources vont commencer à manquer, alors nous allons devoir aussi gérer donc, une pénurie de nourriture, nous allons devoir gérer une courbe descendante en termes de démographie du fait du nombre de personnes qui vont malheureusement mourir, de famine, etc. Et ça, c'est une théorie c'est le Club de Rome hein, qui avait averti dès 1973, qui avait donc bien compris ce principe de limite, mais qui a été décrié pendant des années jusqu'à ce qu'à l'heure actuelle, on se rende compte qu'on est effectivement en train d'atteindre ce pic qui est de 2030. Or, nous ne bougeons pas, malgré les chiffres, malgré ce que les scientifiques nous disent, malgré ce que certains économistes nous disent, nous ne bougeons pas parce qu'il y a une accumulation de la richesse de plus en plus importante entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint de personnes et qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que les choses changent pour eux et qui détiennent véritablement les ficelles du secteur économique, du secteur financier et du secteur politique, puisqu'il finance, puisque aujourd'hui c'est autorisé, il finance les campagnes politiques. Et c'est pour ça qu'on a des chefs d'État, là aussi, quelle que soit leur couleur politique, qui deviennent des sortes de VRP et qui ne prennent pas un avion pour aller dans un pays, faire une visite diplomatique, sans avoir à côté d'eux 50 dirigeants d'entreprise, parce que ce qui est important, c'est d'aller signer des contrats. C'est d'aller vendre des armes, c'est d'aller vendre des Rafales en Inde, c'est d'aller le matin lancer un mini-sommet climat à Paris en disant qu'on veut être les sauveurs de la planète, et l'après-midi prendre un avion pour aller sur une plateforme offshore de Total, au large de la Grèce, dans les eaux qui ne sont pas françaises, et inaugurer la plateforme dans une hypocrisie totale que personne ne relève. Donc je vous rappelle ces chiffres absolument hallucinants. 1% des plus riches de la planète ont aujourd'hui plus que le patrimoine des 99% restants.
et ont un patrimoine qui est détenu à l'heure actuelle. Il y avait 62 personnes qui avaient ce patrimoine en 2015, il y en avait 8 en 2016. Et ces personnes les plus riches donc, représentent l'argent des 3,6 milliards les plus pauvres. C'est des ratios un peu compliqués, mais enfin c'est juste que c'est des chiffres qui devraient tous nous faire bondir et sortir dans la rue, mais qui sont, comme ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, tellement sidérants que nous sommes quelque part en état de sidération. C'est-à-dire, vous savez, quand vous voyez quelque chose arriver devant vous à toute vitesse, et en fait la peur vous fige et vous ne bougez plus. Et ce que je trouve extrêmement plus dangereux, c'est que quand on vous dit « mais il faut que vous bougiez », on vous le dit à vous en tant que citoyen individuel. Et on vous dit « non mais on vous l'a dit, hein, pénurie d'eau douce, il faut couper le robinet, il faut circuler à vélo, il faut acheter bio et local, il faut manifester dans la rue, il faut voter écolo », enfin bon, tout ce que vous pouvez entendre, d'accord ? Mais à quel moment on vous explique ? Bien sûr qu'il faut le faire. La question n'est même pas là. Mais on ne réglera jamais le problème comme ça. On ne le réglera pas comme ça, parce qu'à l'heure actuelle, il y a 100 entreprises dans le monde qui produisent 71% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les 100 entreprises qui sont au courant depuis 1988, première alerte du GIEC, du changement climatique en cours. Donc elles agissent en connaissance de cause. Alors oui, elles commencent à réfléchir, à investir dans des technologies innovantes, etc., pour après-demain. Mais en aucun cas, depuis 1988, elles ont véritablement, je dirais, changé leur fusil d'épaule. D'accord ? Et là, moi, en tant que juriste, je dis, mais si on va chercher les responsabilités, elles sont où ? Elles sont où ? Et qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Ça, c'est la responsabilité des entreprises et les banques. Le Fonds monétaire international, c'est le Fonds monétaire international qui le dit, hein. Il y a encore 4 740 milliards d'euros qui sont investis chaque année par les banques et par les États en subvention aux énergies fossiles. Et après, on nous fait des sommets climat magnifiques, avec un texte non contraignant, mais, vous comprenez, c'est absolument extraordinaire, tout le monde a été d'accord, on va faire ce qu'il faut, etc. Non. Même en Europe, on a encore 112 milliards d'euros qui sont annuellement dépensés dans les énergies fossiles, dont 4 milliards d'aides directement fournies de l'Union européenne, à l'extraction. Et là aussi, je dis, alors, dans cette situation, qui est véritablement responsable ? Et puis vous comprenez bien que quand on donne des subventions, ça vient d'où ? De votre poche. Hein ? C'est les impôts qui sont prélevés. Alors c'est pourquoi la première, je dirais, enfin la deuxième étape, après avoir effectivement obtenu si on pouvait reconnaître ces limites planétaires comme le cadre dans lequel l'activité humaine peut se développer et au-delà, stop, il y a une campagne depuis 4 ans aujourd'hui qui est une campagne pour que les multinationales en particulier, qui ont émergé de façon très rapide dans les années 70 et qui ont complètement échappé aux règles du droit international, parce qu'elles se sont créées un droit propre. Je vous explique en 2 mots. Vous avez, d'une part, en droit, le droit qui va régir les relations entre les États, d'accord ? Pour essayer de maintenir la paix sur Terre, c'est pour ça que l'ONU a été créée. Et c'est ce qu'on va appeler le droit international. Puis après, vous avez les droits de l'homme, qu'on aime bien dire aujourd'hui les droits humains parce que voilà, c'est plus paritaire, mais ça s'appelait comme ça, d'accord ? C'est la Convention internationale des droits de l'homme, donc c'est pour ça que je le dis de cette manière.
qui expliquait que le pivot central du droit doit être, au final, la dignité humaine. Je dirais que ça, c'est les deux pendants très importants. Et puis, dans les relations entre humains, on a créé des entités juridiques, d'accord, qui sont des émanations de nos activités. Les entreprises, les associations, les SARL, enfin tout ce que vous voulez, les SCI. Bon. Et à partir de là, donc, on a donné une personnalité juridique à quelque chose de virtuel, qui est une association d'humains entre eux, et qui a le droit de se défendre en justice. Jusque-là, ça vous paraît normal. Mais pendant ce temps-là, les multinationales, elles, ont créé un droit qui leur est propre et qui est beaucoup plus contraignant, parce qu'en droit international, on est sur du consensus la plupart du temps, et sur des traités internationaux qui ne sont pas contraignants, et s'ils le sont, ils ne le sont que pour ceux qui ont accepté de les signer, ce qui fait que les États-Unis ne signent rien, même pas la Convention des droits de l'enfant. Hein. Ils n'ont même pas signé la Convention des droits de l'enfant. Rien qui puisse les tenir. Donc c'est un droit mou, la plupart du temps. En revanche, les multinationales, avec l'OMC et la Banque mondiale, ont créé des règles extrêmement précises et elles se sont même créées des tribunaux d'arbitrage privés pour régler leurs différends avec les États. Et c'est comme ça que, par exemple, Texaco Chevron, grande entreprise pétrolière, a pu polluer pendant 30 ans l'Amazonie équatorienne. 30 000 victimes se sont constituées partie civile pour dénoncer effectivement les manquements de Texaco. Il y a eu une bagarre judiciaire qui a duré des années, un procès qui a eu lieu en Équateur, où Texaco a perdu, qui a demandé à rejuger aux États-Unis, qu'il a gagné, puis ça a été rejugé au Canada. Le juge canadien a dit non, on doit respecter le jugement de la Cour suprême équatorienne. Donc vos 9 milliards, vous les devez à l'Équateur, et on va même saisir vos avoirs sur les actifs que vous avez, puisque c'est le propre des multinationales, hein, c'est une hydre à plusieurs têtes, et c'est comme ça qu'elle échappe aux poursuites, en disant « Ah ben non, mais moi, j'ai un siège aux États-Unis, mais si le jugement ne me convient pas, ben, je vais aller le faire juger au Canada, parce que j'ai aussi un siège au Canada. » Voilà comment ça fonctionne. Et puis, au final, coup de théâtre, il y a un mois, tribunal d'arbitrage privé à La Haye, dont personne n'a jamais entendu parler, en dehors des institutions internationales, en dehors de toute cour connue, qui casse le jugement et qui dit non, Texaco doit être blanchi et l'Équateur doit même payer des réparations pour le préjudice subi par Texaco. Et ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, il y a plus de 500 ONG, je crois qu'elles sont 2000 aujourd'hui, mais elles ont démarré à 500, et 85 États victimes des multinationales qui ont demandé que les multinationales deviennent des sujets de droit international, et donc il y a un traité contraignant qui les vise pour qu'elles respectent les droits humains et le droit de l'environnement, puisque même si des multinationales ont parfois des PIB supérieurs à des États, elles sont plus riches aujourd'hui que des États, elles ne sont pas sujets de droit international. L'idée, donc, c'est que on nous fait croire... Pardon, excusez-moi, je me suis trompée. On nous fait croire, donc, qu'à l'heure actuelle, vous avez les droits humains, ici, qui sont le cœur du droit, et puis vous avez les entreprises qui sont assujetties, finalement, aux règles des droits humains. Mais à l'heure actuelle, c'est plutôt ça qui est en train de se passer. Hein. Très concrètement, vous avez donc une hiérarchie des normes où les multinationales sont au-dessus des États, les États sont au-dessus des droits humains, et les droits humains sont bien évidemment au-dessus des droits de la nature. Et nous en venons donc à la partie la plus réjouissante de la conférence. Vous allez voir pourquoi, parce que je peux d'autant plus le dire aujourd'hui
Il ne s'agit plus d'une utopie, il s'agit de quelque chose qui est en train de se mettre en route et qui, au moins, nous permet aujourd'hui de mesurer si l'on considère que le droit est toujours le reflet de notre état de conscience, à un moment donné dans l'histoire. Cette évolution du droit est véritablement, pour moi, quelque chose d'exaltant de se dire que la conscience humaine est en train d'évoluer, ou de revenir finalement, je dirais, à ses fondamentaux. Mais je vais y venir. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que, comme vous l'avez vu, les droits de la nature, en tant que droit du vivant, droit du système vivant, droit de l'écosystème Terre, si vous voulez, soient reconnus tout simplement parce que aucun de nos droits fondamentaux, dans la crise écologique et climatique dans laquelle nous entrons, aucun de nos droits fondamentaux, et encore moins ceux des générations à venir, ne peuvent être garantis si le droit de la nature à exister pour elle-même, c'est-à-dire les espèces, les cycles géologiques, les grands écosystèmes, ce que j'appelle les communs naturels, c'est-à-dire ce qui n'appartient à personne mais aujourd'hui est exploité par tout le monde, les res nullius, c'est-à-dire les eaux internationales, les pôles, l'atmosphère, les fleuves transfrontaliers, les nappes phréatiques, tout ce qui devrait être géré selon un principe des communs et non pas de la propriété privée, devrait avoir le droit d'exister, de perdurer, de se régénérer, pour pouvoir justement maintenir un écosystème qui permette aux droits humains d'être garantis. Vous comprenez? Donc, en dehors effectivement de ce traité contraignant qui est en négociation à l'ONU depuis maintenant 4 ans, il me semble impératif de repenser le droit international et le droit national selon un nouveau schéma qui permettrait, finalement, un peu comme les Iroquois nous préconisent de le faire, de ne prendre aucune décision sans penser aux conséquences de ces décisions sur 7 générations. Ça, c'est une manière de penser que j'ai retrouvée dans énormément de populations autochtones, de populations traditionnelles, ce qu'on appelle les peuples premiers, les peuples natifs, c'est-à-dire des populations qui, si elles n'ont pas été parquées dans des réserves et n'ont plus le droit de chasser, ou de pêcher, ou de cueillir, qui n'ont donc plus la possibilité de vivre sur leur territoire ancestral, les populations qui, elles, réussissent aujourd'hui à vivre de façon traditionnelle sur des territoires suffisamment grands pour maintenir leurs activités, ont une manière de relationner avec le vivant totalement différente de la nôtre, puisque, ils respectent une réalité biologique qui est que nous ne sommes qu'un des éléments de la nature, et donc il n'y a pas la nature d'un côté et l'homme de l'autre, il y a encore moins l'environnement d'un côté et l'homme de l'autre, parce que ça veut dire quoi quand vous parlez d'environnement? Parce que ça aussi, c'est comme le développement durable. On en parle sans réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire à l'environnement? Vous vous situez où par rapport à l'environnement? Dedans. Et pourtant, environner, ça veut dire ce qui est autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes dedans. Ça veut dire que c'est, logiquement, ce qui est autour de vous est extérieur à vous, et en plus, ça vous centre par rapport au milieu naturel. Et ça, c'est quelque chose qui conditionne notre pensée, philosophiquement, culturellement, et qui est aussi conditionné par tout notre bagage religieux, qui nous a appris que l'homme devait dominer, verset 26 de la Genèse, 1,26, l'homme, tu domineras sur tout ce qui vit, tout ce qui vole, tout ce qui rampe. Alors, il y a d'autres versets de la Bible qui disent autre chose. Mais Rome, 300 ans après le passage de Jésus, a préféré garder ce qu'il a rangé. Et donc, à l'heure actuelle, on est dans une pensée judéo-chrétienne qui place l'humain en haut d'une pyramide, en haut des règnes, et qui regarde la nature comme extérieure. Et ça n'a pas été aidé par les philosophes des Lumières, qui ont eu la même tendance,
à dire qu'il fallait que nous nous extrayions de notre état sauvage et que l'accomplissement de l'homme se ferait dans le progrès, dans la technologie, dans la croissance, considérant aussi que c'était le propre de l'homme. Et là, vous êtes dans un musée qui est absolument extraordinaire parce que tout est là pour vous démontrer que la technologie, ce n'est pas le propre de l'homme. Il y a plein d'animaux qui usent de technologie. Que la culture, les rituels, même les rituels de mort, ce ne sont pas les propres de l'homme. Je vous donne des exemples très concrets. Les mésanges en Angleterre qui savent choisir selon la couleur rouge ou bleue des pastilles, des bouteilles de lait qui sont posées devant les portes. Il y en a une qui est écrémée et une qui est entière. Je peux vous dire que la mésange, elle a très bien compris quelle était la pastille à percer. Et elle la reconnaît. Hein. De la même manière que on a découvert, comme on dit, le langage est le propre de l'homme, on a découvert que les baleines de la côte ouest en Australie, par hasard un jour, avaient croisé un groupe de baleines de la côte est qui a un autre langage, une autre langue. Et ces baleines de la côte ouest ont appris le langage de celles de la côte est, et quand on a essayé de comprendre pourquoi, parce qu'elles n'avaient aucune raison de se retrouver, elles l'ont appris pour s'amuser, parce qu'elles trouvaient ça drôle. Les éléphants en Afrique, on s'est rendu compte que quand ils sont sur des lieux de transhumance, quand ils vont vers le lac Tanganyika, et qu'une doyenne, une aînée meurt, l'année d'après, toute la colonne s'arrête à l'endroit exact, hein, sur des centaines et des centaines, voire des milliers de kilomètres, où l'ancienne est morte, et ils tournent autour des ossements comme un rituel funéraire. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui résiste à cette suprématie que l'on a voulu croire de l'humanité par rapport au reste du vivant. Pas grand-chose. Tout est en train de nous bouleverser, toutes les nouvelles découvertes, que ce soit sur les arbres qui, effectivement, socialisent, communiquent, s'entraident, sur des plantes où on se rend compte qu'elles se rétractent ou qu'elles émettent des signaux électriques quand on ébouillante des crevettes dans la pièce à côté. Les arbres qui réagissent 4 jours avant un tremblement de terre en émettant des signaux électriques au Japon. Toutes les études nous démontrent que notre vision occidentale du monde est une vision qui est une fiction que nous nous racontons à nous-mêmes. Et c'est cette fiction, à mon sens, et le droit est le propre, et en soi, le droit est une fiction. C'est toujours une fiction. On se raconte une histoire, on se raconte des règles. Mais là, on est à une charnière de notre histoire où il me semble que nous devrions peut-être retrouver un minimum le sens, je dirais, pragmatique de regarder comment la nature fonctionne et d'adapter nos comportements pour pouvoir justement nous vivre mieux en harmonie avec les autres êtres vivants, comme le font les peuples autochtones, qui pour eux, comme je vous le disais, il n'y a pas, tout est animé, tout est vivant. Pour certains peuples, même les roches sont vivantes, même les étoiles. Mais au moins, ça leur permet une chose, c'est véritablement de vivre dans un respect et dans une approche par rapport au territoire très différente, puisqu'ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire ancestral, mais que le territoire ne leur appartient pas, et que donc ils doivent le gérer équitablement, partager les ressources. Ils doivent être de bons gestionnaires du lieu dans lequel ils vivent. Et ils doivent partager les ressources avec ce qu'ils appellent leurs frères et leurs sœurs, les plantes, les arbres et les animaux. Et cette manière de fonctionner leur permet aujourd'hui de vivre dans des environnements qui n'ont pas été abîmés pendant des millénaires, qui ont évolué, qui ont bougé. Je ne dis pas du tout que c'est des sociétés figées, loin de là. Mais ils sont très réactifs. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un film qui est sorti hier, qui s'appelle Nous, Tikopia, de Corto Fajal, si vous ne l'avez pas vu en avant-première, parce que le roi de Tikopia est venu. Et c'est un film absolument magnifique qui vous montre justement comment une société traditionnelle qui vit depuis 3000 ans, c'est une civilisation qui dans l'océan Pacifique, d'une toute petite île, et qui s'est retrouvée confrontée à la modernité il y a à peine 40 ans, est en mode action-réaction extrêmement rapide, justement par rapport à tous les stigmates de notre société moderne,
pour justement maintenir cet équilibre de l'écosystème dans lequel ils sont. Et le roi a cette charge, et l'une des charges, c'est de dialoguer avec l'île sur laquelle ils vivent pour déterminer, un peu comme les Iroquois, ce qui est acceptable ou non en termes de conséquences sur le futur. Donc par exemple, quand le téléphone portable arrive sur l'île, ils se rendent compte très très vite que ça perturbe complètement les relations sociales. Et très rapidement, ils prennent la décision que le téléphone portable, il va être rangé sous la natte et ne sera utilisé qu'en cas de cyclone et d'ouragan où ils sont coupés du monde. Les enfants, les premiers. Ils ont commencé à regarder des vidéos, etc. Et au bout de 2 ans, les enfants ont dit « on ne veut plus quitter l'île, le monde dehors est beaucoup trop violent. Débrouillez-vous pour nous amener des profs sur l'île, mais nous, on ne bouge plus. » Et c'est très très beau de voir le dialogue entre ce roi et l'île et de voir comment cette population se retrouve régulièrement en danger donc de surpopulation, pollution importée de l'extérieur, bien évidemment changement climatique. Je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'en plus il est plein de poésie et il est magnifiquement tourné. Donc reconnaître les droits de la nature, c'est en fait tout simplement reconnaître un principe extrêmement important qui est le principe d'interdépendance entre toutes les espèces et entre tous les systèmes vivants, qui est propre à la vie et qui, de fait, parce que nous avons perturbé ces grands écosystèmes, ces sous-systèmes de l'écosystème Terre, Lao Tzu disait la somme est supérieure à toutes les parties. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous regardez le fonctionnement de chaque grand système sur Terre, et ensuite comment il interagit avec le suivant, vous vous rendez compte d'une horlogerie qui, moi, me fascine absolument. Et je suis en même temps complètement sidérée, c'est le cas de le dire, de voir qu'une espèce sur Terre a réussi à perturber absolument tout ce système. Donc reconnaître ce principe d'interdépendance en comprenant véritablement que nous ne pourrons pas survivre en tant qu'espèce si nous ne reconnaissons pas donc, à l'écosystème terrestre. Je préfère dire l'écosystème terrestre que la Terre. Vous comprenez pourquoi la Terre, elle nous survivra. Hein ? La nature, si on parle de nature en termes de vivant, elle arrivera à repartir de presque rien. La question, c'est véritablement de savoir si on veut maintenir les conditions vivables pour toutes les espèces vivantes qui sont là en ce moment depuis 11 000 ans. Et qui sont d'ailleurs les mêmes qui réapparaissaient. Je vous ai expliqué les 5 ères glaciaires. Il faut savoir que, par exemple, le pin, le chêne, le loup, l'ours, entre chaque ère glaciaire, réapparaît sur les mêmes latitudes, dans le même ordre, au même rythme. Et c'est pour ça que quand je vous parle d'une grande inconnue, c'est que les paléoclimatologues ne savent pas du tout comment les espèces que nous connaissons aujourd'hui et qui ont toujours été présentes en hibernation pendant les ères glaciaires à revenir les unes après les autres, nous ne savons pas du tout comment elles vont faire pour s'adapter à cette nouvelle condition. Donc nous devrions accepter effectivement de fonctionner en sous-système d'un écosystème global. Et la première chose à faire pour arriver à reconnaître que les droits de la nature doivent être souverains, que c'est la seule façon de protéger les droits humains, c'est à un moment donné de remettre en question un principe là aussi fondamental en droit international et en droit occidental, c'est le principe de la souveraineté des États. Et là, en général, quand j'interviens dans des meetings politiques, c'est la panique. Mais oui. Mais essayez de sortir de vos schémas habituels. Est-ce que vous voyez à quel point, pendant que les États ne sont pas capables de respecter des règles universelles au nom de l'intérêt général, puisque c'est de ça dont il s'agit, quand un traité n'est pas contraignant et donc n'est pas respecté, pire, un pays comme les États-Unis décide d'en sortir sans craindre aucune réprimande, et quand un chef d'État prend une telle décision qui va avoir un impact sur l'humanité entière et ne craint aucune justice internationale,
c'est qu'on nous parle de mondialisation et de globalisation, mais la réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas une humanité. Ça veut dire qu'il y a un fractionnement d'humanité, avec des inégalités, on l'a vu, de plus en plus criantes. Et ça veut dire aussi que si on laisse cette situation perdurer et si on laisse les populistes gagner partout, on va se retrouver avec véritablement, je ne sais pas, vous avez vu ce film Elyséeum, par exemple? C'est à la Mad Max, c'est-à-dire que vous allez avoir effectivement des cités qui vont être protégées, peut-être sous des bulles de verre, et vous allez avoir des camps de réfugiés à perpétuité dans la plupart des pays. Et on ne sera pas en capacité de gérer cela. Donc il y a un moment donné où, en fait, je dirais que les règles naturelles sont en train de nous imposer de repenser le partage et de repenser le système, de fond en comble, que ce soit le principe de la propriété privée, mais il ne s'agit pas du manifeste de 48, là, quand je vous dis ça. Hein. Parce que le manifeste de 48 du Parti communiste, il ne remet pas en question la propriété privée. Hein. Il remet en question la propriété privée des biens de production. Mais la propriété en tant que telle n'est pas remise en question par le Parti communiste. En revanche, si on s'inspire effectivement des sociétés traditionnelles, ils sont sur ce qu'on appelle une mode de gouvernance des communs. Et c'est très intéressant, quand j'étais au Maroc, j'ai discuté avec les villageois, et en fait, c'est quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'eau arrive de l'Oued, de l'Atlas, il y a quelqu'un qui est nommé, et donc tout le monde a son jardin, avec sa petite écluse, d'accord? Et c'est pour ça que ce sont les Arabes qui ont inventé les mathématiques, d'ailleurs, parce qu'ils ont un système où ils calculent exactement par rapport à l'heure de la journée, au débit, si c'est la nuit ou le jour, ça monte différemment, l'évaporation, etc. Ils vont calculer, sur un système d'horloge, comme ça, la quantité d'eau qui va être attribuée à chaque jardin du village, de façon équitable, et on va laisser couler un peu plus longtemps sur un jardin à midi que celui qui va être arrosé à minuit. Vous voyez? Parce que ça se fait à tour de rôle. Et puis, ça tourne de cette manière-là, pour que tout le monde soit abreuvé. Or, aujourd'hui, avec le système de la propriété privée et de l'appropriation des communs par des entreprises, on est dans un système très différent. C'est-à-dire que très concrètement, en droit, vous avez une nappe phréatique, d'accord? Elle appartient à personne. Vous prenez une bouteille de plastique, vous la remplissez, cette eau est à vous. Et donc, comme elle est à vous, vous pouvez la vendre. C'est aussi simple que cela. Sauf que ce fonctionnement-là, il est délirant à l'échelle planétaire. On se retrouve avec des villageois dans les Andes qui n'ont plus d'eau chez eux en vivant juste en dessous d'immenses lacs parce qu'une usine Coca-Cola s'installe et pompe toute l'eau du lac pour pouvoir vendre des boissons en bouteille. Pareil pour les pastèques de Zagora dont je vous ai parlé. Pastèques qui vont se retrouver sur nos marchés en Italie, dont personne ne va bénéficier ici, mais où les villageois juste à côté n'auront plus rien à boire. Donc il y a vraiment à y réfléchir, et pareil pour la souveraineté, si on n'accepte pas donc de se considérer comme des citoyens d'abord de la terre avant d'être les citoyens d'un pays, alors on ne se met pas dans une démarche d'ouverture par rapport aux 3/4 de l'humanité qui vont être en souffrance. Alors c'est intéressant parce que c'est une thématique qui est en train d'évoluer, même au sein des Nations Unies. Depuis 2009, il y a un bureau aux Nations Unies qui s'est créé sur la base d'une résolution de l'Assemblée générale, donc, qui n'est pas sortie de nulle part, et qui a comme fonction de réfléchir à comment inscrire dans les futurs grands traités, les futures négociations, etc., l'idée de vivre en harmonie avec la nature. Et ce même bureau a constitué en 2016 un dialogue avec des experts du mouvement de la Earth Law, c'est-à-dire le droit de la terre, qui est un mouvement qui a été inspiré assez tôt. Donc, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire qui vient juste d'être traduite d'ailleurs en France. En 1972,
il y avait la société Walt Disney qui menaçait une immense forêt de séquoias. Et Christopher Stone, un chercheur américain, a proposé de permettre à la forêt de séquoias de plaider en justice son droit à exister devant Walt Disney. Et il a permis, de cette manière-là, pour la première fois en droit occidental, d'imaginer qu'une autre espèce que les humains puisse avoir une personnalité juridique et défendre son droit à exister, bien évidemment par la voix d'un représentant. Alors ça vous paraît peut-être très étrange, mais vous souvenez-vous ce que je vous ai dit sur les entités juridiques en lien avec les associations et les entreprises? Elles ont le droit de se défendre en justice. Elles sont des personnes morales. Un enfant ne peut pas parler devant un juge sans être représenté. Il a besoin d'un tuteur légal. C'est exactement pareil pour la nature. Il s'agirait dans ces cas-là des écosystèmes, des espèces, de pouvoir effectivement défendre leur intérêt à exister devant un juge. Thomas Berry, qui était un théologien, un écologiste connu, a écrit en 2001 un livre qui a aussi été l'un des marqueurs du mouvement pour les droits de la terre ou les droits de la nature, en expliquant que si l'on comprenait le principe d'interdépendance, alors on comprenait qu'on faisait partie d'une communauté de vie où chacun avait un rôle à jouer et qu'il fallait donc permettre tout simplement à chacun de jouer son rôle. Que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, que ce soit les fleurs, que ce soit les abeilles, que ce soit les tigres, que ce soit les requins, que ce soit les humains. Et cette vision-là, elle me semble très pertinente quand on arrive justement à se projeter dans une vision écosystémique du monde plutôt qu'une vision pyramidale. Et beaucoup plus alignée avec la réalité biologique. En tout cas, il a initié donc ce mouvement qui a trouvé, je dirais, sa quintessence en Équateur il y a exactement 10 ans, où l'Équateur a été le premier pays au monde à voter, et écrire d'ailleurs de façon collective, et voter une constitution reconnaissant les droits de la nature. Alors vous me direz, ouais, ben c'est sympa, on reconnaît les droits de la nature dans la Constitution, et alors? Concrètement, ça s'applique comment? Eh bien, il faut savoir qu'en 10 ans, 25 procès ont été menés en Équateur sur la base des dispositions constitutionnelles sur les droits de la nature, articles 71-72, 21 ont été gagnés. Alors je vais vous raconter un ou deux cas, parce qu'ils sont vraiment intéressants. Mais en tout cas, ça a été donc le premier pays. Ça a lancé un mouvement assez global en Amérique du Sud. L'année d'après, c'est la Bolivie qui vote une loi fondamentale adossée à la Constitution, c'est les droits de la Pachamama. En janvier 2017, qui a été l'année où les droits de la nature ont explosé dans le monde, et c'est pour ça que je suis encore là, parce que ça m'a donné du courage pour continuer mon plaidoyer, on a le district fédéral de Mexico qui a réécrit sa constitution pour reconnaître les droits de la nature. 2 villes au Brésil ont légiféré pour reconnaître les droits de la nature. Et c'est en discussion en Argentine. Ça, c'est pour l'Amérique du Sud. Alors en Équateur, par exemple, donc, il y a eu des cas absolument fascinants, dont un qui m'intéresse particulièrement. Le tout premier, c'était en 2011, dans la province de Lara. Et donc, vous voyez, ici, auparavant, c'était le jardin, en fait, le champ, hein, le jardin d'une Américaine qui s'était installée là. Et les autorités ont voulu construire une route qui a détourné progressivement le lit de la rivière à force de balancer dedans des roches, en cassant en fait les montagnes. Et donc le cours a changé et la rivière s'est mise à inonder un petit peu partout. C'est la rivière Vilcabamba. Et cette Américaine s'est dit, mais comment faire pour arrêter ce projet? Et elle s'est souvenue qu'il y avait une disposition constitutionnelle et donc elle a attaqué en justice le gouvernement en disant vous êtes en train de perturber le cours naturel de cette rivière, donc son droit à s'écouler librement et à ne pas être pollué. Et elle a gagné. Et ça a été le premier cas. Un autre cas que je trouve absolument fascinant, c'est le cas de cette mangrove. Vous savez ce que c'est qu'une mangrove? Hein, ces petits arbres, dans notre tête, c'est des petits arbres qui sont
plantés dans le sable et qui maintiennent un écosystème très particulier qui est en fait là où tout l'écosystème marin, toutes les... comment on appelle ça, toutes les larves, tous les bébés, poissons, etc. Sont là, et c'est de là que naît après la vie marine. Or, en Équateur, il existe une mangrove où les arbres font 60 mètres de haut. Absolument fascinant. Et donc, ça a donné des ailes à des grandes entreprises d'élevage de crevettes. Vous savez, vous en mangez souvent des crevettes, regardez, c'est marqué Équateur dessus. Qui sont extrêmement polluantes parce que elles sont traitées comme d'ailleurs les élevages de poissons à coups d'antibiotiques, etc. Et donc il y a eu un procès pour protéger cette mangrove contre une exploitation de crevettes et qui a été gagné. Et puis ce cas-là que je trouve très intéressant parce que c'est le premier cas qui a été jugé comme un crime sur la base des droits de la nature. Il s'agit des îles Galapagos, c'est une réserve marine reconnue, et un bateau a été arrêté, un bateau pavillon chinois, absolument immense, retrouvé à son bord 300 tonnes de poissons, dont 6223 requins. Le bateau faisait 98 mètres de long. Et vous savez pourquoi ils attrapent les requins? Pour les ailerons. Et donc, l'avocat que je connais, qui a plaidé ce cas-là, a voulu d'ailleurs parler au nom des requins. Bon, le juge lui a dit, écoute, c'est bon, j'ai compris, tu n'es pas obligé de faire ton show, de faire le requin. Mais très clairement, a reconnu le droit des espèces de requins de pouvoir être préservées, protégées et perdurer. Et est allé très loin, puisqu'il a détruit le bateau de 98 mètres, il a mis en prison l'équipage et le patron, avec des peines de 1 à 4 ans, et il a donné une amende absolument pharaonique. Et donc, il a utilisé les droits de la nature en droit pénal. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant comme évolution, je dirais, des pensées. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui n'apparaît que dans les pays latino-américains, sociétés multiethniques, où on pourrait se dire, oui, bon, il y a des peuples autochtones, on respecte leur manière de voir, etc. Non. En fait, le premier cas de reconnaissance des droits de la nature, c'était dans une ville aux États-Unis, la ville de Tamaka, en Pennsylvanie. Et depuis, il y a 34 villes aux États-Unis qui ont légiféré et reconnu les droits de la nature, et la plupart du temps pour se protéger de projets industriels, en particulier les projets de fracturation hydraulique. Et donc elles ont légiféré parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, les générations futures n'ont pas de droit, la nature n'a pas de droit, d'accord? Et donc, vous ne pouvez, en tant que victime, demander réparation d'un préjudice que si vous êtes directement, vous, impacté, vivant là maintenant, ou l'économie locale. Et la jurisprudence évolue un peu partout dans le monde. On a eu, par exemple, le cas du préjudice écologique en France, qui a permis pour la première fois, lors de l'affaire de l'Erika, du pétrolier Total, qu'un juge évalue une peine sur la base de la valeur intrinsèque de l'écosystème marin. C'est-à-dire qu'il a, sur les 300 millions qui ont été administrés comme amende à Total, il a déterminé que 13 millions seraient donnés pour réparer un écosystème sans faire de lien avec les pertes économiques, touristiques, avec les frais que certaines associations ont pu avoir, etc. Donc il a reconnu la valeur intrinsèque d'un écosystème, et donc on est un des pays finalement au monde qui a le plus avancé en droit occidental sur ce sujet-là. Mais pour les Américains, comme ils ne pouvaient pas démontrer, là aussi, le risque sur leur santé de la fracturation hydraulique dans l'immédiat, mais ils savaient qu'il y avait un risque dans le futur, ils se sont dit, par le biais de la reconnaissance des droits de la nature, on peut obtenir un droit préventif. Et par contre, on peut démontrer, effectivement, que la fracturation hydraulique provoque plus de tremblements de terre,
met du méthane dans l'eau, que des animaux ont pu être éventuellement décimés. Et donc montrer l'impact de la fracturation hydraulique sur l'écosystème local avant d'avoir à le démontrer sur leur propre santé. Et grâce à cela, ils ont pu faire arrêter des projets. Et ça, c'est intéressant parce que si on adoptait justement ce type de fonctionnement, reconnaître les droits des générations futures nous permettrait par exemple de légiférer sur les perturbateurs endocriniens de manière beaucoup plus puissante. Et de la même manière, penser effectivement à la protection d'un écosystème, je ne sais pas, je pense aux calanques de Marseille et aux boues rouges, on ne peut pas, par exemple, là aujourd'hui, se dire victime des boues rouges, nous, citoyens. En revanche, si on devait défendre la réserve naturelle des Calanques ou même la mer Méditerranée pour son droit à exister, si on reconnaissait les droits de la nature, alors on pourrait effectivement faire bloquer ce type de pollution. Vous voyez la différence? Ça a véritablement un intérêt de manière préventive. Donc la dernière ville américaine à l'avoir fait, c'est Crestone, dans le Colorado. Et puis il y a aussi la nation Ponca. Là vous voyez Casey Camp. Je vous invite à aller l'écouter sur Internet. C'est une femme extrêmement inspirante. C'est une grande défenseuse de l'eau qui était à Standing Rock et qui est donc une conseillère de sa tribu, la tribu Ponca, en Oklahoma, qui a sa propre constitution parce que les Poncas sont considérés comme une nation. Donc ils font partie de ces populations indiennes aux États-Unis, comme les Navajos, qui ont leur propre gouvernement, les Navajos, par exemple, qui est la plus grande communauté amérindienne des États-Unis, a même sa propre cour de justice, sa propre prison, ses propres écoles, etc., élève elle-même ses propres taxes. Donc la nation Ponca vient de voter une résolution pour reconnaître dans sa constitution les droits de la nature. Et c'est intéressant de voir que finalement, aux États-Unis, les Indiens ont été les derniers à se poser cette question-là. Et j'en ai discuté avec Casey, et Casey me disait, parce qu'on fait partie de la même alliance mondiale pour les droits de la nature, me disait, mais parce que pour nous, c'était tellement évident qu'on ne voyait pas l'intérêt de l'écrire. Mais c'est vraiment parce que votre droit occidental devient un danger pour tout le monde, pas juste pour nos droits à nous, mais pour l'humanité et pour toutes les espèces vivantes sur Terre, que l'on est obligé d'utiliser votre jargon pour pouvoir poser des mesures qui soient préventives et qui puissent nous aider à protéger les générations à venir. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme fonctionnement. En 2017, vous en avez aussi sûrement entendu parler, je pars là dans une semaine là-bas pour les rencontrer, la Nouvelle-Zélande, qui est donc quand même un pays, là aussi, occidental, qui a été donc colonisé, qui était le territoire des Maoris. Les Maoris, il faut le savoir, se considèrent comme une nation, mais avant tout, ont chacune leur nom en tant que tribu. Et elles n'ont pas signé les mêmes traités avec les colons. Donc, il y avait déjà eu en 2013 un parc qui n'était pas soumis, donc qui était en fait un parc national qui était sous souveraineté de la couronne. Et ça faisait 150 ans que les Maoris disaient on veut, nous, être propriétaires du parc parce que c'est notre forêt ancestrale. Et la couronne disait ah ben non, principe de souveraineté nationale, parc national, c'est à nous. Et en fait, au bout de 150 ans, le Parlement a proposé une solution aux Maoris que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Ils ont dit écoutez, on ne peut pas accepter que vous deveniez souverain sur votre territoire, mais on veut bien accepter de perdre notre souveraineté sur ce parc si vous ne la revendiquez pas non plus. Et donc, on propose de reconnaître le parc comme une entité vivante intégrale, de lui donner une personnalité juridique et de n'appartenir qu'à elle-même, tout en reconnaissant le lien ancestral qu'il y a avec les Maoris, et donc en demandant aux Maoris de devenir gardiens du parc. Vous voyez la démarche? Et ça, c'est très intéressant. Ça me rappelle une histoire aux États-Unis d'un Américain, un agriculteur, qui voulait justement se protéger encore d'un projet de fracturation hydraulique, et qui n'a pas attendu que sa ville légifère. Il est allé voir un notaire, et il lui a dit, écoutez, voilà, vous allez poser par acte notarié que je deviens usufruitier de ma terre, mais que personne
ne détient la propriété de ma terre si ce n'est elle-même. Et donc il a posé par acte notarié le fait que sa terre n'appartenait qu'à elle-même et que lui avait l'usufruit et la charge de la protéger et de l'entretenir. Alors pour les jeunes juristes qui sont dans la salle, ça doit vous perturber un chouïa, mais je trouve ça intéressant d'entendre se décentrer du formatage dans lequel on est construit et de se dire « et pourquoi pas ?» Donc en 2013, ce parc a été reconnu, le parc Te Ureuera, et en 2017 ont été aussi reconnus 2 autres endroits, donc la rivière Wanganui et le mont Taranaki, d'où la rivière prend sa source, voilà, qui sont des lieux ancestraux de 3 tribus différentes. Mais aujourd'hui, donc, ces 3 lieux absolument splendides sont donc des entités juridiques en tant que telles. Et là, il s'agit de la rivière Yarra, qui est la rivière qui arrive à Melbourne en Australie, qui était une rivière aussi ancestrale d'un autre peuple, qui était le peuple Wurundjeri, et qui n'a pas obtenu véritablement que la rivière soit reconnue comme une entité juridique totalement distincte, mais a reconnu d'une part qu'elle était une entité vivante intégrale, qui devait donc être respectée dans son cycle naturel intégral, et qui devait être protégée, et ils ont été nommés comme les gardiens, entre autres, de la rivière. Alors il y a toujours quelqu'un du gouvernement qui fait partie du conseil de gestion de la rivière, mais il est intéressant de voir que ces peuples sont reconnus dans leur ancestralité. Les Maoris disent, par exemple, la rivière et nous sommes la rivière est notre ancêtre direct. Nous en sommes directement ses descendants. Donc ils la considèrent comme une grand-mère, en fait. Et ils interagissent avec elle de cette manière-là. Et cette vision-là est aujourd'hui reconnue et acceptée dans des sociétés occidentales. La couronne, c'est quand même le Commonwealth, hein, c'est l'Angleterre. Plus surprenant, mais en même temps pas vraiment, pour moi qui connais bien l'Inde, là, ce ne sont pas des populations autochtones qui ont demandé à reconnaître les droits de la nature, et ça ne s'est pas fait par la voie politique. Et c'est sur ça que je vais finir la conférence, parce que c'est là où nous avons une carte à jouer. Depuis 2017, puisque ça c'était quelques jours après que la rivière Wanganui en Australie ait été reconnue comme une personne, la haute cour de l'Uttarakhand, c'est un état himalayen au nord de l'Inde. Si vous connaissez Vandana Shiva, c'est là où elle habite, c'est au pied de l'Himalaya, avait été saisie sur la pollution extrême du Gange, grand fleuve sacré indien, qui abreuve quand même entre 400 et 500 millions de personnes. Hein. Et des milliards avaient été dépensés depuis 30 ans par les autorités pour essayer de trouver des solutions pour sa dépollution. Et en même temps, il n'y avait pas véritablement, parce qu'on n'arrivait jamais à déterminer le lien de cause à effet direct sur la santé des populations, il n'y avait pas de mesures contraignantes qui avaient été posées sur les incinérateurs, enfin les centres d'incinération des morts, plus exactement. Et donc les morts continuent à être jetés dans le fleuve après avoir été brûlés, sur les usines chimiques qui sont le long du fleuve, etc. Et donc, ces juges ont décidé tout seuls de créer une jurisprudence, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas appuyés sur un texte de loi. Ils ont décidé, sur la base du fait que le Gange est considéré justement comme une déité, comme un dieu, la déesse Ganga, qui sort du chignon de Shiva, que le Gange serait reconnu comme une personne vivante, au même droit que les humains. Alors, ils ont fait une petite erreur, c'est qu'ils ont, d'une part, parlé d'une manière très anthropomorphique en disant le Gange et la Yamuna, son affluent, seront reconnus comme des personnes au même titre que les humains, et tout préjudice subi par ce fleuve et cette rivière seront traités comme si nous avions porté un préjudice ou nous avions fait mal à un humain. Et il a nommé, et il a parlé aussi de devoirs, en disant, donc, s'ils ont des droits, ils ont des devoirs.
Et puis ensuite, 5 jours plus tard, ils ont fait la même chose pour tous les écosystèmes sur ce territoire himalayen. Les glaciers, qui sont en train de fondre à cause du changement climatique, et ils l'ont fait pour cette raison, les jungles, les prairies, etc. Et ils ont nommé comme gardiens des membres du gouvernement local, en leur disant « vous allez nommer aussi des citoyens, des villageois, c'est à vous de les choisir ». Et là, ils ont paniqué. Parce qu'ils ont dit « mais attendez, si le Gange a des droits et des devoirs, et que je suis représentant légal du Gange, si quelqu'un se noie dans le Gange, ou s'il y a des inondations, est-ce que je peux me retrouver devant le juge sur la base de la plainte de citoyens ?» Alors là, le cas est parti à la Cour suprême indienne. Et la Cour suprême a dit, écoutez, sur le fond, le fait de donner la personnalité juridique au Gange, nous, ça ne nous pose pas de problème. C'est cohérent avec notre culture millénaire qui considère que certains espaces naturels sont des dieux et des déesses, sont sacrés. Et en plus, les raisons scientifiques pour lesquelles vous avez décidé de le faire, c'est-à-dire la pollution et le changement climatique, sont réelles aussi. Donc, nous ne remettons pas en question l'esprit de la loi, enfin l'esprit du jugement. En revanche, il va falloir que vous soyez un peu plus précis sur les termes de droit et devoir. Et ça, c'est deux écoles un petit peu différentes dans le mouvement du Earth Law. C'est de dire, faut-il reconnaître comme les droits humains, qui sont des droits inaliénables, intangibles, d'accord ? C'est-à-dire que votre droit à la vie, il n'est pas conditionné au fait que vous alliez voter, par exemple. Au fait que vous ayez un devoir de citoyen. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on reconnaît les droits intangibles, inaliénables de la nature à exister? Ou est-ce qu'on reconnaît une autre catégorie qui va être les droits qu'on va retrouver dans les, par exemple, les deux grands traités sur les droits économiques, sociaux, etc., en disant « Ah ben la nature est un sujet de droit, donc elle a des droits et des devoirs ». Le seul devoir qu'a la nature, si on respecte la philosophie de Thomas Berry, c'est de jouer son rôle. Mais pas jouer son rôle par rapport à ce qui nous arrange. Jouer son rôle, chaque espèce, chaque système vivant qui se verrait octroyer des droits, aurait à jouer son rôle dans l'écosystème terrestre. Et même si son rôle nous dérange. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour maintenir un écosystème terrestre sûr. Et nous devons aussi jouer notre rôle. Et les limites planétaires, par exemple, seraient un bon moyen pour nous de nous dire collectivement ce qu'on peut ou ne peut plus faire. Pour jouer un rôle, effectivement, de gardien. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, la même haute cour d'Uttarakhand, pas du tout perturbée par ce que la Cour suprême a dit, vient de décider que tout le règne animal sur le territoire de l'Uttarakhand, puisque c'est fédéralisé l'Inde, hein, il y a 37 États, si je ne me trompe pas, et donc un État peut légiférer ses propres lois, a décidé que le règne animal serait aussi donc une personne juridiquement, aurait la personnalité juridique, et donc pouvait, effectivement, parce que c'est un endroit où il y a encore de la jungle, il y a encore des tigres, il y a encore des éléphants, et c'est vrai que c'est un État qui essaie de faire des efforts. Moi, je me souviens d'une route où vous avez la route des éléphants et la route des voitures, vous voyez, qui se suivent, en fait. Et vous avez des ponts, comme on a avec nos autoroutes, hein, pour que voilà, les animaux sauvages puissent... Mais en fait, comme ça s'urbanise énormément, comme partout dans le monde, les animaux sauvages ont tendance à se rapprocher de plus en plus des villages et des villes. Et donc, depuis une dizaine d'années, on commence à voir, dans pas mal d'endroits dans le monde, et en Inde, c'est le cas, des tigres surgir au milieu du village, et qu'en général, ils ne cherchent pas vraiment notre compagnie, hein. Ils font en sorte de rester plutôt loin. Mais parce qu'il n'y a plus assez à manger sur leurs espaces traditionnels, et donc ils vont chercher les déchets humains pour pouvoir se nourrir. Pareil avec les ours polaires, pareil avec... Et la question, c'est toujours la même, c'est de se dire, bah alors ils nous dérangent, on les tue, ou on considère qu'ils font partie d'une chaîne alimentaire, d'un écosystème, qu'ils participent à un équilibre.
C'est comme dans le territoire du Yellowstone aux États-Unis, où on a réintroduit 15 loups. Et en fait, tout l'écosystème du Yellowstone, qui était en train de partir en déliquescence, s'est restabilisé grâce à l'introduction de ces 15 loups. Et pas que au niveau animal, au niveau des végétaux, au niveau du cours des rivières, de la vie dans les rivières, etc. C'est une étude fascinante à regarder. Et puis le dernier cas, moi qui me touche beaucoup, c'est la Colombie. 25 jeunes ont saisi la Cour suprême colombienne en disant, écoutez, le déboisement de l'Amazonie colombienne est en pleine explosion, a augmenté de 40% en un an. Si on déboise l'Amazonie, on impacte le climat de notre avenir. Donc nous, en tant que génération future, puisqu'ils sont des mineurs, nous, en tant que génération future, on vous demande d'agir pour stopper le déboisement de l'Amazonie colombienne. Et les juges de la Haute Cour se sont inspirés d'un jugement précédent qui avait été fait pour une rivière, cette rivière, la rivière Atrato. Et là aussi, sans qu'une loi ait été votée en Colombie, ont décidé que toute l'Amazonie colombienne serait considérée comme une personne, une entité vivante intégrale qui aurait le droit d'ester en justice pour protéger son droit à être préservé. Et ils l'ont fait pour protéger les droits des générations futures. Et ce que je trouve fascinant dans cette affaire, c'est qu'elle réunit, comme l'affaire aux États-Unis de ces 21 jeunes qui sont en train de poursuivre le gouvernement de Trump. C'est un cas qui s'appelle Juliana versus Trump. Trump fait absolument tout pour que le jugement ne se fasse pas. Il devait se faire le 29 octobre, il a réussi à faire repousser la date, mais finalement la Cour suprême a dit non, ça suffit. Les jeunes ont apporté des preuves monumentales que les États-Unis ne font pas ce qu'il faut pour préserver leur avenir en termes de politique publique concernant le climat. Et donc, ce procès aura lieu. Et là, ces jeunes, c'est vous, c'est moi. Ce sont des citoyens, que ce soit les 25 jeunes qui ont été aidés par l'ONG de Justicia en Colombie, les 21 jeunes aux États-Unis qui sont aidés par une ONG qui s'appelle Earth Children Trust, que ce soit le cas Urgenda, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le premier cas de procès climatique qui a été gagné, c'est-à-dire après la période d'appel, etc., aux Pays-Bas, où 900 citoyens ont demandé à une cour de sommer l'État de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. C'était aussi il y a un mois. Des procès comme ça, il y en a eu aux Philippines, il y en a eu au Pakistan. Il y a donc ce fameux recours contre le Conseil de l'Europe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a un recours, par exemple, il y en a un en préparation en Belgique. Il y a plusieurs milliers de citoyens qui sont en train de s'associer à la plainte. Il y a des jeunes au Portugal qui sont en train d'attaquer les 47 pays de l'Europe. Il y a une affaire comme ça avec les grands-mères suisses, parce qu'elles disent finalement pourquoi dans le droit suisse on ne peut pas encore reconnaître les droits de la nature, on ne peut pas reconnaître les droits des générations futures, mais nous par contre on est les premières victimes en cas de canicule. Et donc elles se sont engouffrées là-dedans et donc elles demandent à la Suisse de respecter ses engagements climatiques au nom de leur droit à vivre un peu plus longtemps. Et au nom aussi du droit de leurs petits-enfants à vivre dans un environnement sain. Et puis en France, on est en train donc de préparer un recours contre l'État qui va être annoncé à la fin du mois. Donc en France, c'est un peu compliqué. C'est là où ça pêche. D'une part, quand vous lancez un recours, vous devez d'abord prévenir que vous n'êtes pas content. Et donc vous dites à l'État, vous avez 3 mois pour nous donner la preuve que ce qu'on vous reproche est faux. Et à partir de là seulement, vous pouvez lancer un recours. Et vous ne pouvez pas, comme aux États-Unis, faire un recours dit collectif, une action collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas associer les citoyens dès le départ. On est obligé de le faire par le biais d'une association ou d'un regroupement d'associations. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, en allant sur le site de Notre Affaire à tous, dire « je veux soutenir le recours ».
Et si on a des milliers et des milliers de citoyens qui soutiennent le recours, ça va faire un buzz médiatique monstrueux. Donc, je vous invite à surveiller cela sur le site de Notre Affaire à tous. Et je crois aujourd'hui qu'il faut aller solliciter le courage des juges pour faire changer le droit quand les politiques ne le font pas. Et les droits de la nature, on voit que, là aussi, des juges, dans des situations très différentes, ont su s'appuyer dessus pour faire avancer et faire évoluer le droit au regard des enjeux climatiques et écologiques du moment. Je trouve ça extrêmement inspirant. Mais, vous l'aurez compris, on peut agir chacun à notre niveau dans tous nos pays, mais il me semble que, puisqu'on parle de l'écosystème terrestre, puisqu'on parle de notre intérêt général, à tous, en tant qu'humanité, il serait aussi important de reconnaître que certaines activités, quand elles sont faites en connaissance de cause, devraient aussi, comme ça s'est passé en Équateur, être passibles de poursuites pénales, en particulier quand ce sont des décisions prises par des individus identifiables. Lesquels? Les chefs d'État, les patrons de multinationales, les patrons de banques, toutes ces personnes dont je vous ai parlé au début de la conférence, qui prennent des décisions pour notre avenir commun sans être inquiétés par aucune justice. Et là, il existe un outil récent, qui est la Cour pénale internationale, qui a été créée qu'en 2002. Qu'en 2002. C'est-à-dire que jusqu'en 2002, il y avait dans la coutume du fait des procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale la reconnaissance du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, dont une convention sur le crime de génocide. Mais nous n'avions pas une cour internationale qui est normalement une compétence universelle, c'est-à-dire qui peut prendre des décisions en lien avec l'intérêt général au-dessus de la souveraineté des États. Et aujourd'hui, nous l'avons. Nous avons cette cour qui fonctionne bon gré mal gré, qui se retrouve quand même avec ses propres limites, parce que dans le droit international, on a fait quand même en sorte que des États puissent décider de ne pas être signataires du statut de la Cour. C'est le cas des États-Unis. Mais il y a une disposition qui permet d'arrêter un Américain s'il est nommé responsable de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, s'il se trouve sur le territoire d'un État qui a signé le statut. Vous comprenez ? Donc dans ce cas-là, il faut un mandat d'arrêt international. C'est arrivé pour un dictateur africain au Tchad ou au Soudan, je ne sais plus, au Soudan, qui s'est retrouvé donc sur son territoire. Il était en totale impunité, mais il a mis les pieds en Afrique du Sud. Et là, il y a un juge national qui a utilisé le principe de la compétence universelle de la Cour pénale qui était à La Haye, en disant il y a un mandat d'arrêt contre lui, je demande à ce qu'on l'arrête. Les autorités sud-africaines l'ont fait passer en douce la nuit la frontière pour qu'il ne puisse pas être arrêté. Mais c'est possible. Et c'est pourquoi nous demandons donc aujourd'hui qu'on reconnaisse un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine qui soit le crime d'écocide, le fait de mettre en danger l'écosystème Terre, mettre en danger la sûreté de la planète pour tous, et de considérer que c'est aussi grave, si ce n'est plus, que le crime contre l'humanité ou le crime de génocide, puisqu'il s'agit effectivement d'un crime contre tout ce qui est vivant, dont l'humanité fait partie. Voilà, et ça c'est un plaidoyer qui a commencé en fait bien avant moi, qui a commencé justement dans le cadre de l'usage de l'agent orange par le Vietnam, par l'armée américaine au Vietnam, excusez-moi. Et donc à l'époque, déjà en 1972, au premier sommet de la Terre, Olof Palme, Premier ministre suédois, avait qualifié d'écocide l'action de l'armée américaine. Ça n'a pas été intégré dans le statut de la Cour pénale internationale en temps de paix, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'on pouvait reconnaître des crimes contre l'environnement en temps de guerre, mais pas en temps de paix. Et donc nous demandons aujourd'hui de revoir, je dirais, la copie. Et donc nous avons proposé en 2015, suite à la rédaction de 17 amendements clés en main pour le statut de la Cour pénale internationale, de rajouter un 5e crime et d'en définir les modèles. Enfin, on a préparé donc une définition des modalités d'application avec un but qui soit hautement préventif.
L'idée étant de ne pas attendre que la catastrophe arrive, mais de donner la possibilité aux juges de poser ce qu'on appelle des mesures conservatoires, c'est-à-dire de faire arrêter des projets sur la base, justement, des études d'impact environnemental et social, en s'appuyant sur l'outil des limites planétaires pour déterminer ce qui est acceptable ou qui ne l'est plus. Et bien évidemment, ce sont des pays vulnérables qui sont intéressés par ce projet. Donc vous voyez que là, c'est au Burkina Faso. Ali Tabsoba est un des grands leaders de la Confédération paysanne sur place et donc mène un plaidoyer pour la reconnaissance du crime d'écocide de façon à ce que le Burkina soit l'un des premiers pays à proposer cela à l'agenda de la Cour pénale internationale. Je rencontre les pays insulaires du Pacifique après les avoir déjà rencontrés en 2015 pendant la COP. Là aussi, vous le savez, ces îles sont en train d'être submergées et ce sont des pays qui demandent aujourd'hui à ce que l'écocide soit reconnu et l'ont fait savoir lors d'une assemblée générale à la Cour pénale internationale. Il suffit d'un seul pays pour porter cela à l'agenda. Et ensuite, il faut 2 tiers des États qui le votent. Et j'ai fait le calcul, 2 tiers des États, c'est environ 93 pays, sachant que quand on regarde la liste de ces pays, ce sont les mêmes qui portent aujourd'hui les demandes sur le traité contraignant visant les multinationales. Donc c'est une stratégie qui est envisageable, qui peut prendre du temps, mais moi ce qui m'intéresse dans ce que je vous explique, c'est de voir justement qu'on a à l'heure actuelle une prise de conscience un petit peu partout de la nécessité de reconnaître le crime d'écocide, de la nécessité d'envisager de reconnaître les droits de la nature, ce qui permet de sentir qu'on est à un moment charnière où nous, citoyens, on a quelque part un rôle à jouer autre que de fermer notre robinet quand on se lave les dents. On a un rôle à véritablement solliciter, si ce n'est les politiques, en tout cas la justice, pour défendre véritablement l'intérêt général, l'intérêt de l'humanité, l'intérêt de toutes les espèces vivantes. Et c'est pourquoi on organise, comme ça avait été fait à l'époque de la guerre du Vietnam avec le tribunal Russell et Sartre, des tribunaux internationaux des droits de la nature qui permettent de dénoncer d'une part les violations des droits de la nature et des peuples et d'autre part de montrer les écueils du droit et de voir comment cela changerait la donne si ces droits étaient reconnus. Et en parallèle, j'ai aussi participé donc à l'organisation du tribunal Monsanto, qui est, je dirais, une phase au-dessus, puisque les 5 juges que vous voyez là étaient des vrais juges, à l'inverse des tribunaux citoyens où c'est un jury composé de personnalités. Des vrais juges qui ont donné ce qu'on appelle une opinion juridique. Donc ils n'ont pas donné un verdict, ils ont donné une opinion juridique qui peut être utilisée par n'importe quel juge dans le monde aujourd'hui comme une jurisprudence. Et donc on leur a demandé de déterminer si Monsanto violait la plupart des droits humains et les principes directeurs de l'ONU, mais aussi, est-ce que Monsanto pourrait être accusé d'écocide si le crime d'écocide était reconnu? Et à l'unanimité, après 6 mois d'études des dossiers comme ça qu'on leur a donnés sur les crimes commis et les témoignages de victimes et d'experts, ils ont déterminé, c'était en octobre 2016, le tribunal, et ils ont rendu leur opinion juridique en avril dernier, 2017. Donc 6 mois, voilà. Là, on est vraiment sur un cran supérieur. Et puis, on a finalement donc, ces cas de jeunes qui saisissent la justice. Et je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui devraient la saisir. Je pense que tous, en tant que parents, futurs parents, grands-parents, on devrait réfléchir à comment véritablement faire évoluer le droit à l'image de notre conscience et mieux protéger les droits des générations à venir. Voilà, je vous remercie.